Beaucoup question de transport jusqu'ici dans cette 12e édition de Futurapolis Planète. Alors pour prolonger la réflexion, on vous propose un grand entretien entre Clément Beaune, ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé des transports, et Étienne Gernel, directeur du Point. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Merci de votre patience. Bienvenue, les amis. Bienvenue, monsieur le ministre. Comment ça va ? Très bien, merci beaucoup de votre accueil. Ministre des Transports, c'est un des jobs les plus difficiles. Il y a ministre de l'Éducation qui est encore plus emmerdant. On a le plus de problèmes, mais les transports, il y en a plein. Mais là, on va commencer par un problème de philo. Donc on mêle les deux là. Oui, parce qu'en fait, on est ici, on parle de technologie, on parle d'environnement, ça s'appelle Futurapolis Planète. Et il y a évidemment un impératif écologique que tout le monde comprend, que tout le monde a en tête, qui est violent. Et puis il y a ce sujet du transport, de ce que ça signifie pour nous dans notre civilisation. Et je vous ai ressorti 2 citations. On va commencer par Blaise Pascal. Vous êtes prêts ou pas ? Blaise Pascal, en 1670, tout le malheur des hommes vient de ne pas savoir se tenir au repos dans une chambre. 1670. Et puis, Est-ce que vous savez, cher Étienne, que Blaise Pascal est aussi l'un des inventeurs du transport public ? Non. Si, absolument. Et à Clermont-Ferrand, il y a une des inventions qu'il a un peu imaginées et qui est une forme de service de métro, alors avec les technologies de l'époque, mais qui est l'idée du transport collectif qu'il avait déjà. Je ne savais pas ça. Et ben voilà, c'est une information. Mais alors, en 1772, quelques années plus tard, dans l'encyclopédie, le chevalier de Jaucourt, qui était un des grands copains de Diderot, écrit ceci: le voyage est l'école où l'on apprend la diversité de tant d'autres vies, où l'on trouve sans cesse quelques nouvelles leçons dans ce grand livre du monde. Le grand livre du monde, c'est une expression magnifique. Et alors, c'est une des vraies questions, puisque le développement du transport a été un des facteurs, ou en tout cas a accompagné les Lumières, la naissance de la démocratie libérale, de l'état de droit. Est-ce que, et c'est ça la question philo, est-ce que cet impératif écologique qui s'impose à nous ne risque pas de nous imposer un rétrécissement de l'horizon ? C'est dur comme première question. Non, mais c'est exactement ce qu'il faut éviter, je crois, parce que la mobilité, comme on dit de manière un peu techno aujourd'hui, c'est plus joliment dit par les citations que vous avez prises, c'est un besoin humain fondamental. Et c'est une ouverture, on voit bien aujourd'hui le rétrécissement de nos consciences parfois, notre enfermement dans les réseaux sociaux, dans ce qu'on pense déjà quand on lit un fil Twitter, Instagram ou d'autres, et on a besoin d'une ouverture. Et l'ouverture, on l'a vu d'ailleurs pendant le Covid, quand on parlait de confinement, un terme affreux, et de déconfinement, qui est presque un terme encore plus affreux, que quand on ne voyait pas les autres et donc on ne se déplaçait pas, on souffrait, on se repliait, voire parfois on développait un certain nombre de maladies mentales. Blaise Pascal l'aurait pas dit mieux. Et donc l'enjeu, c'est pour tous nos modes de transport de se dire qu'il y a un chemin, il n'est pas facile, il y a un chemin qui est à la fois plus de mobilité et plus de verdure. Pardon, je répondrai à votre question, monsieur. Pardon, mais il y a une séance de questions après. Si vous voulez bien laisser les autres... Mais je veux bien vous répondre, monsieur. D'accord. Je veux bien y revenir, mais si on peut, comme ça, prendre les choses. Si vous permettez, en fait, c'est une simple. très bonne question, et on va juste l'aborder un peu plus tard. On fait un peu de philo, ça ne vous dérange pas d'abord. Moi, j'aime bien commencer par un peu de philo. C'est mon côté, mais on va répondre à toutes les questions précises. Et on peut en parler, y compris sur les routes, d'ailleurs, mais c'est vrai sur l'avion, pour prendre un sujet qui est un sujet de complexité écologique aujourd'hui. On est à Toulouse, j'étais avec des étudiants qui font de l'aéronautique juste avant de venir vous voir. L'avion, ça a été, il faut le dire, un formidable rêve humain qui s'est enfin réalisé au début du XXe siècle, à toute fin du XIXe pour commencer, avec des Français d'ailleurs, beaucoup d'ingénieurs et de génies français, qui a été un formidable moment de découverte du monde, d'ailleurs, qui a nourri l'imaginaire à travers Saint-Exupéry et d'autres. Et aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'on peut encore se permettre cette ouverture sur le monde qui est polluante ? Est-ce qu'on peut se la permettre un petit peu, beaucoup ? Est-ce qu'on peut la décarboner et la verdir ? Il y a des technologies qui le permettent, mais ça prendra évidemment du temps. C'est une des questions écologiques du moment. Mais ça serait dommage de perdre cette ouverture sur le monde. Je regardais hier, par hasard,
un petit clip d'un Instagrammeur qui défend le rail, donc je le soutiens pleinement. Mais il disait maintenant, moi je passe toutes mes vacances en France et finalement c'est formidable parce qu'on redécouvre son pays. Et il a raison, il y a plein de choses formidables. Je suis le premier à ne pas connaître encore le 10e des richesses de notre pays et on pourrait passer toute sa vie, même plusieurs siècles, à faire des vacances formidables en France et certains n'ont même pas la chance d'avoir des vacances en France. Mais je me dis c'est quand même bizarre que quand on est aujourd'hui progressiste, écologiste ou autre, progressiste, on va le dire comme ça, de gauche, disons les choses, on se dise, ce qui est formidable, c'est de plus voir les autres cultures. Alors il y a plein d'autres façons, par la littérature, par le cinéma, par le théâtre, mais se dire que le non-voyage est notre horizon, je crois que ce serait vraiment triste. Alors notre impératif, c'est d'être plus sobre, parce qu'on y reviendra peut-être sur la route aussi, je ne crois pas du tout que, comme on dit, le technosolutionnisme, c'est-à-dire tout réglé par le progrès technique, soit la seule chose qu'on ait à faire sur la question écologique, je ne crois pas du tout ça. Il y a de la sobriété, il y a des restrictions, il y a des changements de comportement à faire, sur la route, sur l'avion, sur d'autres modes de transport, mais je crois qu'il faut quand même qu'on garde l'idée que le but, c'est de polluer moins et de bouger plus. Pas l'un contre l'autre. Et c'est toute la difficulté et les choix politiques qu'on fait comme élus locaux, comme responsables nationaux, quand on fait des projets ferroviaires, des projets de route. Pardon, monsieur, mais s'il vous plaît, monsieur. Je vais vraiment vous répondre sur la 69. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez respecter un tout petit peu je vais vous répondre, monsieur, le travail qu'on fait sur la question de la 69. En plus, on a prévu un espace où vous pouvez poser vos questions à la fin. Monsieur, vous pouvez vous en emparer. On est quand même dans une démarche démocratique. Non, mais on est vous ne pouvez pas transmettre de message, vous n'êtes pas sonorisé, monsieur, on ne vous entend pas. Donc, vous pouvez parler, mais c'est comme si vous étiez devant un mur. Très bien. Pardon, mais tout le monde profitera de l'échange, parlera de la 69, mais je pense que ce n'est pas non plus la seule question. Ok, non mais juste ça, comme ça, comment dire, il y a des règles de civilité dans la vie. On respecte un petit peu les conversations, il y a des espaces de discussion qui sont prévus. Moi, je suis tout à fait pour, y compris toutes les interpellations à mon égard ou à l'égard du ministre ou de n'importe qui. D'ailleurs, c'est très bien. Simplement, quand il y a un ordre de conversation, je trouve que ça sympa. Moi, j'évite de faire ça dans les événements ou les occasions qui sont faites par les autres. Je trouve ça plus sympa de fonctionner comme ça. Voilà. Alors, vous avez remarqué que sur le côté, vous pouvez vous emparer de la question. On se doutait évidemment qu'il y avait des questions sur la 69. Ce qu'on peut faire, on peut faire une incise. On peut crever l'abcès tout de suite, vous en parlez, on répond, et ensuite c'est fini, on suit le cours normal. Qui a des questions à poser sur la 69? Monsieur, peut-être, visiblement? La 69. Alors c'est possible. Non, on va peut-être lui donner un micro. Vous allez exposer peut-être un peu plus rapidement que... Non, on va vous donner un micro, monsieur. Il faut que vous soyez, parce qu'il y a des gens qui vous regardent en streaming. Vous pouvez respecter un petit peu la structure du schéma. On va vous donner un micro, monsieur. Vous allez prendre ça ne sert à rien, on ne vous entend pas. Donc allez-y sur votre... Peut-être... Allô? Oui, bonjour. Juste simplement, pourquoi vous soutenez ce projet de la 69? On sait aujourd'hui que les routes, ça ne sert plus à rien. Enfin, il faut arrêter d'investir dans la voiture. Si on veut vraiment atteindre une transition écologiste juste, il faut supprimer la voiture et rendre les transports en commun plus accessibles et développer ce secteur. Aujourd'hui, on a La Voie est libre qui lutte contre ce projet d'autoroute. Ce collectif a proposé un contre-projet alternatif qui est de redynamiser le territoire local en proposant une véloroute nationale. Pourquoi vous ne prenez pas ça en compte et pourquoi vous ne faites pas ça simplement? Merci d'autres questions. Réponse tout de suite. Merci beaucoup. Alors, c'est une question très importante parce que je ne vais pas éluder la question sur l'A69 spécifiquement, mais le début de votre question, c'est sur les routes en général. Donc, je fais ce petit détour, si vous permettez, en essayant de ne pas être moi-même trop long. Est-ce qu'il faut zéro route en France? Au sens zéro nouvelle route? Et allons jusqu'au bout de la logique. On pourrait même dire qu'il y a des routes qu'on pourrait fermer parce qu'on pourrait désartificialiser et faire plus de transport public, etc. Bon. D'abord, il faut se le dire franchement, on aura besoin de projets d'infrastructure dans ce pays, notamment pour la transition écologique. Je mets même de côté les routes. Si on fait zéro projet ferroviaire ou zéro piste cyclable, j'ai discuté l'autre jour avec le président de la métropole de Lyon, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de le citer, qui me disait j'ai un problème, je suis bloqué par des normes environnementales pour faire des pistes cyclables. Parce qu'une piste cyclable, vous en conviendrez, c'est aussi du bitume au départ. Alors on peut l'améliorer un petit peu. C'est moins d'emprise évidemment qu'une autoroute, c'est évident. Mais c'est aussi un projet qui artificialise, c'est le terme clé aujourd'hui, et qui nécessite des travaux, parfois d'abattage des arbres, etc. Donc il faut se le dire, et moi je l'assume, on peut avoir des désaccords, y compris sur des projets ferroviaires, on aura besoin pour la transition écologique de plus de transports publics, de plus de trains, de plus de pistes cyclables, ce sera aussi de l'artificialisation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours des choix à
arbitrer ou à concilier. Et donc on a un autre débat, je ne vais pas tous les ouvrir, sur la ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse. C'est un vrai débat, est-ce qu'il faut plus de vitesse, etc. Mais c'est un projet ferroviaire, vous en conviendrez, ce n'est pas un projet autoroutier. Et on aura des projets ferroviaires, vous serez pour, vous serez contre au cas par cas, qui vont artificialiser. Il faudra l'assumer parce que pour le coup, je ne crois pas du tout à une France où il y aurait plus de travaux, plus d'infrastructures et donc, disons-le très franchement, plus du tout d'artificialisation. On a fait voter une loi qui est très dure à respecter, mais qu'on est en train de respecter, c'est un vrai changement, qui s'appelle ZAN, qui fait couler beaucoup d'encre en sens inverse. Il y a des gens qui nous disent vous êtes des dingues de faire zéro artificialisation nette. Ça veut dire que quand vous artificialisez X kilomètres ou X mètres carrés ou kilomètres carrés, vous compensez d'autant. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais il y a un compte, les plus et les moins, et on doit désartificialiser. Quand on artificialise, tant mieux. Je pense que c'est une vraie réforme, une vraie révolution qui a été portée par ma prédécesseure, Barbara Pompili. Sur les routes elles-mêmes, aujourd'hui, quelle est la situation de départ ? 85% des déplacements en France en moyenne, ça varie évidemment d'une zone urbaine à une zone rurale, se font par la route. Pardon, monsieur. Je vous réponds, pardon, monsieur. On a dit qu'on suivait le... Monsieur, Pardon, monsieur. En plus, on ne peut pas vous entendre, Je hein, vous vous n'êtes pas réponds. sonorisé. Donc, voilà. J'essaye de vous Il est en répondre. train d'essayer de vous répondre, monsieur. D'accord. Non, pardon. Non. Un petit peu à sens unique, là. Je veux bien Pardon. vous répondre, mais il faut qu'on puisse argumenter et pas simplement... Monsieur, s'il vous plaît. Est-ce Non. que vous pouvez respecter les autres qui écoutent? Les autres ne vous entendent pas, donc c'est la question de la justice sociale, Non, je vais y venir monsieur, aussi. Non mais sans rire, on essaie de discuter. Juste ça. Pourquoi ne pas attendre finalement la réponse de monsieur le Allez, ministre, ensuite vas-y. poser votre Allez. question On sera avec un peut-être pas micro. d'accord, mais laissez-moi vous dire les raisons des choix. Bon. Donc, est-ce qu'il faut faire zéro route ou enlever des routes? Je ne crois pas qu'il faut faire zéro route parce qu'il y a 85% des gens qui se déplacent en voiture aujourd'hui en France. Il y a encore des territoires où vous n'avez pas du tout accès au transport en général et où, objectivement, je l'ai dans ma famille, ma mère habite dans un village de 4000 habitants, il n'y aura pas le tram qui va arriver chez elle, soyons lucides. Donc, il faut des solutions parfois routières qui, elles-mêmes, et ça c'est très important, vont participer à la décarbonation. Quand on fait du véhicule électrique, c'est pas parfait le véhicule électrique, mais c'est bien meilleur que le véhicule thermique, et ça sera une des solutions à côté des transports publics, à côté du ferroviaire, à côté du vélo, de la décarbonation. Donc moi je crois que la décarbonation, sinon de toute façon, il faut être lucide, on ne tiendra pas nos objectifs de neutralité carbone si la route ne participe pas à la décarbonation. Alors ensuite, au cas par cas, le projet de la 69 et les projets autoroutiers. Moi j'ai lancé une revue des projets autoroutiers, c'est la première fois qu'on le fait. Il y a des hurlements dans l'autre sens, si je puis dire, où il y a des élus qui me disent mais vous êtes dingue, on ne va pas arrêter un projet, celui-là ou d'autres, qu'on a lancé depuis 20 ans, 30 ans. Il y en a qu'on va arrêter. Il y en a qu'on va arrêter, et ça sera un choix que j'assume. Alors vous me direz, c'est peut-être un en même temps qui n'est pas de votre goût, ok, mais on va assumer d'avoir des projets qui vont continuer, quelques-uns très peu, et beaucoup de projets qu'on va arrêter, et de ne pas en lancer de nouveaux. Évidemment, parce que sinon on se retrouve dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où il faut choisir entre des attentes très fortes et des choix qui ont été faits et répétés par les élus locaux, parce qu'on est en démocratie, et la question de l'urgence climatique. La 69, je me suis posé beaucoup de questions sur ce projet, je vais être très honnête. J'ai décidé qu'on allait le poursuivre parce qu'il a été décidé, redécidé, validé, revalidé par des élus et par l'État, assumons-le. Non mais on peut être d'accord ou pas d'accord, on peut même manifester contre, on a le droit dans notre pays, et tant mieux. Mais un choix est fait à un moment. Madame Delga, elle s'est présentée aux élections, elle a défendu ce projet, elle a gagné les élections. Monsieur Ramon, le président du département du Tarn, il a défendu ce projet, il s'est présenté aux élections. Le maire de Castres, de la même façon, ils ne sont pas de la même sensibilité politique. Et moi, j'assume, je suis dans la continuité de décision de l'État. Le projet, il a commencé avant que j'arrive, mais je ne me défausse pas de mes responsabilités. Je pense qu'il faut le continuer et l'améliorer, parce qu'il répond à un besoin de désenclavement, et parce que j'ai regardé, monsieur, les projets alternatifs, quand je suis arrivé. Le projet de voies cyclables, soyons honnêtes, il ne répond pas aux mêmes besoins, il faut être clair. Non, il ne répond pas aux mêmes besoins de déplacement et de rapidité, ça c'est clair. Après, il y a un projet qui a été proposé par d'autres députés, quelques-uns, qui est un projet de modification de l'infrastructure actuelle, d'amélioration de la nationale, en gros. Il détruit 6 fois plus d'arbres. Ce n'est pas vrai qu'il y a un projet routier qui serait sans impact écologique du tout. Il détruit 6 fois plus d'arbres. Non, c'est les faits. J'ai regardé l'alternative, il détruit 6 fois plus d'arbres. Donc je ne pense pas que ce projet routier alternatif, il était meilleur. Si je pensais qu'il était meilleur, je l'aurais choisi et j'aurais peut-être assumé auprès des élus un autre choix. Je pense qu'il faut continuer ce projet parce que c'est la question qu'on se posait aujourd'hui aussi. Il faut que cette transition écologique, aussi urgente soit-elle, elle s'inscrive dans un cadre démocratique. Ce sont les élus qui vont décider tel ou tel projet. Et oui, c'est le peuple, mais le peuple, il vote pour les élus. Le peuple, il a voté pour la présidente de région, pour le président du département, pour le maire de la ville, pour la majorité parlementaire. Donc, moi, je pense qu'il faut faire plus et beaucoup moins de routes, ça c'est sûr.
Il faut sans doute ne plus lancer de projet autoroutier pour ne pas être bloqué là-dedans, parce que je ne pense pas que ce soit la priorité, et qu'on mette nos centaines de millions d'euros et nos milliards d'euros sur des projets ferroviaires. Mais à ce moment-là, il faut qu'on soit cohérent. Vous ne pouvez pas dire non à tous les projets ferroviaires. Et que cette autoroute-là, parce que oui, c'est le principal argument qui m'a convaincu, pour être honnête, elle a été débattue pendant 500 réunions publiques, elle a été confirmée, j'ai demandé encore une réunion supplémentaire, par 90% des élus. Il y en a qui sont contre, c'est vrai, il n'y a jamais d'unanimité dans une démocratie, mais il y a une très nette majorité, et qu'à un moment donné, réfléchissons aussi collectivement, qu'est-ce qui se passe si quand une promesse a été faite une fois, 2 fois, 10 fois, on retourne devant les habitants et les élus, on leur dit en fait, tant pis. En fait, le Premier ministre, il est venu il y a 2 ans ici, il a dit on l'a fait, puis en fait on ne l'a fait pas. Je pense que c'est aussi grave pour notre démocratie, et dans la période qu'on vit, il faut qu'on prenne aussi en compte cet impératif de décision démocratique. Alors, moi je voudrais... Pardon. Non mais sans rire... On peut relire la même chose, monsieur, mais il y a eu une enquête publique. D'accord. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce que c'est visiblement des actions coordonnées. On ne peut pas vous entendre parce que vous n'avez pas de micro. On vous propose de vous donner un micro. Et pourquoi vous ne le diriez pas derrière un micro, ça, monsieur? Parce que là, c'est difficile. Moi, s'il vous plaît. Moi, j'ai aucun problème à répondre à ces questions, mais je pense qu'il y en a aussi sur d'autres sujets et qu'il faut respecter les autres. D'accord. Ok. Ok, bon, on va aller... Voilà. Merci beaucoup. Merci. D'accord, merci beaucoup. Alors, bravo. Vous avez le droit d'avoir cet avis, je le respecte pleinement, vous avez le droit de manifester ou d'applaudir, mais il y a peut-être des gens dans la salle qui ont aussi d'autres questions, et je pense que c'est important qu'on puisse aussi les écouter en parlant de démocratie. Je vais enchaîner sur toutes ces questions sur la démocratie, parce que c'était ma question politique. Ma question politique est la suivante. Sur ces sujets d'environnement et de décarbonation, il y a un effet de prix, parce que très souvent la décarbonation, ça passe par l'effet prix, c'est ce qu'on appelle la taxe carbone d'une manière générale, ou le prix du carbone, ou le marché du carbone, selon qu'on l'aborde. Et or, politiquement, on voit bien, là il y a des réactions écologistes très parfois virulentes, et puis il y a aussi d'autres types de réactions, et on se souvient que la première expérience de taxe carbone, ça a mené ce qu'on appelait les bonnets rouges. Et puis, il y en a une deuxième qui a déclenché, ou en tout cas qui a participé au déclenchement des Gilets jaunes. Comment est-ce qu'on fait? Et même, on voit bien une réaction du gouvernement français, mais de beaucoup d'autres gouvernements dans le monde, il n'y a pas que le gouvernement français, même si on l'a fait de manière très massive, de subventions aux énergies fossiles par le biais des, des boucliers énergétiques, et dont beaucoup ont contesté la légitimité écologique en disant « mais attendez, c'est absurde, on ne peut pas subventionner du fossile, outre le fait que ça coûte très cher ». Comment est-ce qu'on concilie monsieur avec les gilets jaunes qui vous ont contesté avec au moins autant de violence, parfois même peut-être un peu plus? Oui, c'est bien sûr. On a aujourd'hui, je pense, dans notre société, à très grands traits, et pas qu'en France, on le voit à travers les élections, les manifestations dans beaucoup de démocraties européennes ou aux États-Unis, par exemple, probablement encore plus en Europe où on est plus sensible à la question climatique. On a une partie de la population, notamment des jeunes, qui nous disent « vous n'êtes pas sérieux, vous n'allez pas assez vite, vous n'allez pas assez fort, vous faites encore des choix du passé ». Je l'entends. Et une partie, probablement d'ailleurs plus importante de la population, même peu importe, qui a au contraire la trouille, l'angoisse qu'on aille beaucoup trop vite. On a eu le débat par exemple sur un autre acronyme, les ZFE, les zones à faible émission. Moi je tiens bon sur la question des zones à faible émission, parce que je pense que dans le centre-ville de Toulouse, dans le centre-ville de Paris, pas pour se barricader, mais on a besoin d'assumer qu'il y a moins de voitures, qu'il faut que les voitures qui rentrent soient des voitures peu polluantes ou pas polluantes, et cette logique contraignante, il faut l'assumer en partie. Je ne crois pas du tout qu'on fasse une énorme transition, qu'elle soit numérique, écologique ou autre, sans contraintes, sans normes, sans taxes. Ce n'est pas vrai. Donc, bien sûr, il y a des contraintes. Et il faut les assumer. Un responsable politique, il ne doit pas dire à chacun ce qu'il veut entendre. Je vous dis la même chose que ce que je dirais à quelqu'un qui serait un élu du Tarn et qui m'interpellerait en disant « il faut aller vite sur la 69 ». Je vous dis la même chose. Et donc, il faut qu'on arrive non pas à faire une moyenne entre tout ça, parce que la politique, c'est pas faire des moyennes, c'est avoir des convictions, les défendre. Mais il faut tenir compte de ça. La question du carburant était très intéressante. Oui, en soi, c'est absurde de financer massivement des carburants quand ils augmentent déjà pour essayer de faire en sorte qu'ils baissent un peu, temporairement, pour que les gens n'aient pas trop de galères à remplir la voiture. Mais fallait-il le faire? Oui, et d'ailleurs, beaucoup de pays l'ont fait. Alors, on peut discuter peut-être pas aussi longtemps, peut-être pas aussi fort, etc. Oui, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe si les gens, du jour au lendemain,
quand ils n'ont pas de sous, quand ce sont des gens en galère, que ce sont des classes populaires, n'ont pas les moyens tout à coup d'aller au boulot parce que le carburant est trop cher, d'aller chez le médecin parce que le carburant est trop cher, tant qu'on leur a pas proposé de solution alternative. Mais je crois qu'on a compris le message qui est le même, si Merci. je ne m'abuse. Non, mais pardon. J'ai essayé de répondre en partie à cette question, mais si vous tolérez qu'on puisse discuter. Pardon, madame, je suis désolé, mais ce serait Non, sympa mais de j'ai bien compris que vous aviez chacun des messages. discuter. D'accord. La démocratie, c'est aussi le dialogue, et c'est bien quand on peut... Vous savez, madame, on va donner le micro à... Vous nous entendez, madame? Oui. Allô? Est-ce que vous êtes là? Je Regardez vous ai par ici. entendu, c'est la question, si j'ai bien compris, la même que celle de la 69. On va donner le micro à votre collègue. Si qui a je une peux question. répondre à cette question, Madame, on va donner, qui touche on laisse aussi monsieur à la le même ministre problématique finir. écologique, c'est, je pense, respectueux de la démocratie. Alors, Donc, non, alors, on peut avoir des... Non, on peut pas dire n'importe quoi non plus. Et il faut rappeler quand même un certain nombre de faits. Je sais que de plus en plus, on sort des arguments qui n'existaient pas il y a quelques mois sur les écoles en danger, sur le patrimoine en danger, etc. Le vrai débat, il est celui qu'a posé monsieur au début. Il est est-ce qu'on fait des infrastructures autoroutières ou pas? Moi, ma réponse, c'est qu'il ne faut plus en lancer, qu'il faut en arrêter certaines et qu'il y en a quelques autres parce qu'elles sont attendues et qu'on a réduit leur impact environnemental, qu'il faut accepter de faire parce que ça a été un choix démocratique aussi. Donc on peut refaire tous les arguments. Moi, je pourrais vous opposer les 11 recours qui ont été validés, les 500 réunions publiques qui ont été faites, les 90% d'élus qui soutiennent le projet, le fait qu'on a réduit de 10% les impacts environnementaux, etc. Mais je pense que, sous le contrôle de M. Giernel, on ne va pas faire que ce débat-là. alors il y a encore une... On va prendre J'essayais une dernière question qui va être sonorisée, si vous voulez bien jouer Très le jeu, bien. dans un jeu démocratique. Donc, monsieur, parce qu'on en a parlé tous les deux, je vous donne le micro. J'imagine que ce sera un rapport avec la 69, je vais vous le tendre. Et voilà. Et ensuite, si vous le voulez bien, on va essayer, parce qu'on a peu de temps avec monsieur le ministre, de traiter tous les sujets qu'on a envie d'aborder aujourd'hui. On vous écoute, monsieur. C'est pas sonorisé. Vous m'entendez? Oui. Bonjour monsieur. Monsieur Clément Beaune, bonjour. En fait, bon, déjà, l'argument que vous avez donné au départ sur les alternatives que soi-disant vous aviez consultées, apparemment non, puisque là, les arguments que vous avez donnés, c'est absolument pas ce qui a été donné sur l'alternative qui s'appelle Une autre voie est possible. Donc une autre voie. On vous a donné je vais vous les donner, donc les arguments. Vous pourrez nous dire ce que vous en pensez par rapport à ça. Et par ailleurs, quand vous donnez l'argument électoral qui donnerait soi-disant blanc-seing aux élus, quand vous venez d'un gouvernement qui a été élu par la vertu d'un front républicain contre le Rassemblement national, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce qu'on vote pour M. Macron qu'on est d'accord avec absolument tout ce qu'il fait. Mais si vous permettez là-dessus, parce que Je vais terminer justement. Pardon? Oui, je vais terminer quand même, mais enfin, vous en vous prie, voulez, répondrez sur tous les points. Pardon, non, je vous répondrai sur tout après. Excusez-moi, Allez-y. monsieur le ministre. Je pense Donc maintenant, je vais faire mon Il speech. peut vous répondre dans un premier temps. Et Oui, bien ensuite, sûr, vous pouvez allez-y, oui. échanger. Monsieur le ministre. Alors, je ne veux pas détourner du sujet qui va, j'imagine, revenir à la 69. On verra. Peut-être. Dans une démocratie, moi, je ne sais pas les raisons qu'ont poussé chacun de nos concitoyens à voter, mais à la fin, on est quand même élu. Et par ailleurs, ce n'est pas le sujet d'Emmanuel Macron ou du vote de 2022. Vous en pensez ce que vous voulez. Mais c'est le sujet aussi ici d'élus dans la région Occitanie, dans le Tarn, dans la ville de Castres, chez beaucoup d'élus tarnais qui ne sont pas le gouvernement, ne sont pas la majorité parlementaire autour d'Emmanuel Macron ou du gouvernement auquel j'appartiens. Il y a eu des élections démocratiques ici aussi. Oui, mais justement, demander aux élus socialistes s'ils sont d'accord avec les décisions de Madame Delga, je ne pense pas, justement. Voilà, il y a aussi des socialistes de la vieille heure qui ne sont pas d'accord avec ce genre de choses. On a discuté avec des gens, des vieux de la, pardon, des personnes âgées qui sont, excusez-moi, qui sont absolument pas d'accord avec ce qui se passe. Bon, c'est un peu intéressant d'entendre. Moi, je pense que leur opinion sur Madame Delga, elle n'est pas exactement, c'est pas parce qu'ils ont voté pour elle qu'ils sont d'accord avec absolument tout, Pardon, ni la bétonisation de leur territoire. Vous touchez un point qui est très important. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont en désaccord, peut-être que vous avez des discussions en coulisses que je ne connais pas, mais il y a un juge de paix dans une démocratie, qu'elle soit locale ou nationale, qui est quand même l'élection. Et je pense que vous reprochez ce que vous voulez à moi, à Madame Delga, à Monsieur Ramon et à d'autres, mais je crois qu'en tout cas, eux deux, moi vous me connaissez depuis un peu moins longtemps, ils n'ont jamais caché leur soutien à ce projet. Certes, mais il y a eu des consultations de citoyennes qui n'ont absolument pas été suivies. D'accord. Alors, je vais quand même lire ce que j'ai à dire, et puis on en terminera, peut-être. Alors, bon, on pourrait continuer encore longtemps nos interventions tant il y a d'arguments contre le projet A69, ça vous le savez. Nous savons que vous êtes soumis à une pression énorme de la part de lobbies comme Pierre Fabre, qui vous font du chantage à l'investissement. D'ailleurs, il y a 5 personnes du gouvernement, si j'ai bien compris, qui ont des liens directs avec Pierre Fabre, notamment M. Macron.
Sans eux, vous n'auriez jamais soutenu ce projet, mais il est l'heure de prendre la seule décision courageuse qui soit, interrompez ce massacre. À la place, vous pouvez mettre en place le projet Une autre voie, dont je viens de parler. C'est un projet que l'on peut consulter absolument partout. Et je ne sais pas si vous l'avez fait d'ailleurs. Cette alternative est à la fois raisonnée, efficace et juste. Une autre voie, ce sont 1000 emplois durables dans le temps et une route qui reste gratuite. Une autre voie, c'est la ligne de train revitalisée et étendue, ainsi que la première véloroute nationale construite. Bon, ça, vous avez votre opinion dessus. Une autre voie, c'est une agriculture biologique et locale avec 300 km d'alignement d'arbres plantés pour se protéger des canicules. Une autre voie, c'est la biodiversité qui revient. Une autre voie, pardon, j'ai pas terminé, donc faites le bon choix, prenez une autre voie. Merci pour votre question. Merci. Bravo. Alors, la réponse de Clément Beaune, et après on va passer à un sujet. Bon, on peut revenir sur le projet alternatif, je vous redis, mais je veux bien en discuter encore après, pour ne pas être trop long, mais on a regardé le projet qui a été relayé. J'ai encore vu une députée qui défendrait sans doute ce que vous venez de défendre, Madame Arrigui, qui m'avait interpellé, qui m'a proposé, avec quelques-uns de ses collègues de Haute-Garonne notamment, un projet qui était une autre voie routière, et qui, je le redis, consiste à avoir plus d'impacts environnementaux que le projet de la 69. Je veux quand même redonner un ordre de grandeur, parce que la 69, on peut en discuter, je ne vais pas nier qu'il a des impacts environnementaux. Tout projet d'infrastructure, routier ou ferroviaire, a des impacts environnementaux. Il y a la question de la compensation, ce n'est pas un pour un, ce n'est pas un arbre pour un arbre, ça n'existe pas. Mais là, on replante 5 fois plus d'arbres que ceux qui vont être abattus. Et je vous donne juste un ordre de grandeur pour remettre aussi les choses dans leur contexte. Il y a 200 arbres dits d'alignement qui sont abattus pour le projet de 69. Les arbres qui sont le long des routes, qui sont les plus anciens et donc les plus importants. On plante, vous savez combien d'arbres chaque année dans le Tarn? Juste dans le département du Tarn, 45 000 arbres. Donc il faut aussi, moi j'entends la question sur les autoroutes et sur les routes. Par exemple, dans le contrat qu'on discute avec chacune des régions de France, on divise par 2 l'argent qu'on met sur les routes et on ne lance plus aucun projet autoroutier dans ce pays, tant mieux. Bon. Mais il y a des décisions démocratiques qui viennent parfois effectivement de longtemps, d'il y a longtemps, qui sont prises par des élus, qu'on doit respecter en améliorant les projets, en regardant les alternatives. Mais quand les alternatives sont moins bonnes, j'assume de garder le projet initial. Et j'assume aussi qu'il y aura de la voiture encore dans les années qui viennent, parce que 0 voiture, ça, j'y crois pas, dans les 20 ou 30 ans qui viennent. Mais non, mais je n'y crois pas. Vous avez sans doute des amis de la famille qui vivent un peu partout dans le pays ou un peu partout dans la région. Si vous arrêtez demain, ou alors vous dites quand, mais si vous arrêtez demain la voiture, ils se déplacent comment? Ils vont comment chez le médecin? Ils vont comment bosser? Mais pas en vélo. Moi, je prends le vélo, je suis un bobo parisien, j'adore le vélo. Mais ce n'est pas la possibilité pour tout le monde, objectivement. On est en train de négocier là aussi des investissements avec toutes les régions de France. On est en train de multiplier par 2 ou 3 ou parfois 5 l'investissement qu'on fait dans le vélo dans certaines régions. Ça va venir. Je rappelle aussi que pour des pistes cyclables, il faut parfois abattre des arbres. Donc il faudra qu'on soit tous cohérents si on veut développer le vélo. Assumons-le, parce que la vie n'est jamais facile. Alors, mais le vélo, c'est pas vrai de dire que quand on est parisien en centre-ville, ça marche pas mal. Ça marche pas que dans les très grandes villes, ça marche de plus en plus dans les zones rurales. Mais c'est pas vrai que du jour au lendemain ou du jour en 5 ans, on va passer toutes les voitures sur du vélo. C'est pas exact. Donc il faut qu'on soit aussi dans une transition. Et cette transition, elle est de dire que oui, il y a de la voiture à court terme, il y a de la voiture plus propre, parce que le thermique, c'est pas pareil que l'électrique. Et on a pris une décision historique au niveau européen dans 10 ans de basculer vers du 100% électrique. Ça, c'est dur. Et on est en train de les produire, mais il y aura encore de la route. Alors, pardon. La 69, elle sera aussi une route où il y aura plus de mobilité décarbonée, il y aura du car express, il y aura du covoiturage, il y aura de l'intermodalité. Pardon, monsieur, ça vous gêne pas, mais en même temps, si vous voulez, je vous laisse le truc là, comme ça, vous faites l'interview à ma place, pas de problème. Non, moi j'avais envie d'enchaîner là-dessus, justement, pour demander, est-ce que c'est pas aussi une fracture, on voit bien, hein, qui est violente, qui est territoriale. On a beaucoup parlé de ça ces dernières années, de la France périphérique, ça c'était Gulli, de Laurent Davzy. Non, mais attends. Ok. Qu'est-ce qu'on fait avec ça là? Moi je veux bien discuter, mais on ne peut pas discuter dans les hurlements. Qu'est-ce qu'on fait? Pardon. Alors. Mais moi j'ai pas de problème à ce qu'il y ait des. Moi j'ai pas de problème à vous répondre, mais il faut qu'on puisse discuter. D'accord. Non mais vous pouvez faire une action qui est visible, mais c'est pas du débat ça. On arrête en fait. Écoutez,
Bah, je suis désolé, mais on va arrêter. Hein. Écoutez, moi je veux bien discuter avec vous. Ah, on pourrait faire une action avec ou sans moi, mais on peut Moi, pas. C'est pas un débat. Moi, je vais vous juste dire une chose. Dommage pour des gens qui sont venus et qui veulent peut-être poser des questions sur autre chose. Non. Moi, je suis désolé, Pardon, mais mais j'ai une petite chose à vous dire. Je le dis aussi pour un journal. Je suis pour la liberté d'expression, donc c'est bien quand on laisse les autres parler. Donc peut-être que... Bah, je sais pas, mais moi je suis pour la liberté d'expression. Donc on va être obligé d'arrêter, ce qui est d'une grande tristesse, parce que ça veut dire que c'est un débat démocratique qui est arrêté. Est-ce que vous voulez bien laisser les autres poser des questions? On va Mais faire ça, j'ai une entendu. coupure, on va arrêter pour l'instant parce que le dialogue semble un petit peu à sens unique. On vous remercie de votre présence. On essaye de revenir dans quelques instants. Merci à tous.